Et aujourd'hui, on va parler de la pudeur dans tous ses états. Qu'est-ce qui choque d'un pays à l'autre? Pour quelles raisons? Différences culturelles, religieuses, sociales. Au Japon, par exemple, une artiste risque 2 ans de prison et une amende record. Son crime, avoir conçu une œuvre qui représente un bateau vagin. On en parle avec vous, Jean-Claude Bologne, auteur d'une histoire de la pudeur. Et puis avec vous également, Vincent Touraine, journaliste. Vous êtes notre ex-correspondant à Tokyo. On vous a beaucoup vu sur les antennes de TV5 Monde et dans nos journaux. Merci d'être les grands témoins de ce 64 minutes. Je me tourne d'abord vers vous, Vincent Touraine. Pourquoi l'œuvre de Megumi Igarashi, c'est le nom de l'artiste, choque-t-elle au Japon? Mouler son vagin, parce que c'est ce qu'elle a fait, pour en faire une œuvre d'art. Forcément, ça choque. Ce genre de représentation est d'une certaine façon puni par la loi, et on ne plaisante pas avec la loi au Japon. C'est quelque chose... Qu'est-ce que dit la loi exactement, justement, là-dessus? Écoutez, je ne l'ai pas regardé en détail, cette loi, mais il y a certaines choses que l'on ne peut pas représenter. Voilà. Et on y reviendra dans le courant de cette conversation. Il y a des formes phalliques, par exemple, que l'on peut représenter, qui sont d'ailleurs culturelle d'une certaine façon, parce qu'on voit ça dans les temples, mais le sexe d'une femme, apparemment, on ne peut pas le représenter. C'est comme ça, et la loi japonaise est tellement stricte, les tribunaux japonais sont tellement stricts on ne peut pas passer outre. Donc, effectivement, elle est sanctionnée pour ça. Elle a été arrêtée en garde à vue. Elle a déjà eu un avant-goût de la prison, semble-t-il, puisqu'elle bloguait depuis la prison. Elle expliquait un petit peu comment ça se passait. Alors, c'est une histoire qui n'a pas vraiment fait la une des journaux télévisés, parce que ce genre de choses qui est un petit peu polémique, les médias japonais n'osent pas trop. Les télévisions n'en parlent pas trop, mais c'est vrai que dans les journaux, on en a beaucoup parlé, et puis la presse internationale s'intéresse toujours à ce genre d'histoire assez croustillante. Justement, Megumi Igarashi, elle voulait, dit-elle, briser le tabou autour du sexe féminin, vous venez d'en parler, qui est souvent considéré comme obscène au Japon. Oui, c'est comme ça. Le sexe féminin est obscène, le sexe masculin ne l'est pas. Je le disais, les formes phalliques sont synonymes de fertilité. Et d'ailleurs, il y a le symbole justement. Voilà. On voit ça dans les temples, on voit ça au festival de la fertilité à Kawasaki tous les ans, justement au Japon. Le pénis est représenté sous toutes ses formes. Il y a vraiment une différence de traitement entre la représentation des sexes féminins et masculins, n'est-ce pas, Jean-Claude Bologne? Il y a toujours eu une différence de représentation qui a varié selon les époques. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit comme cela. Une planche de médecine utilisée dans un livre de médecine du XVIe siècle est reprise 2 siècles plus tard, au XVIIIe. Au XVIe siècle, vous voyez l'homme qui ne se cache pas, la femme qui cache son sexe, la même planche reprise au XVIIIe siècle, et vous voyez l'inverse. Une feuille de vigne sur l'homme et la femme qui a ôté ses mains de son sexe. Donc il y a des variations dans l'histoire, non pas de la pudeur en tant que telle, mais des domaines atteints par la pudeur qui sont bien connus. C'est quoi justement la pudeur, Jean-Claude Bologne? Alors, on a mis des siècles à distinguer pudeur, honte, décence, et dans toutes les langues, ce n'est pas les mêmes distinctions ne sont pas faites. La pudeur est un sentiment que l'on trouve à toutes les époques et dans tous les pays, qui nous incite à ne pas montrer certaines choses. Alors soit parce que pudeur intérieure, pudeur extérieure, on fait le distinguo. On fait le distinguo entre la pudeur des sentiments, la pudeur corporelle, la pudeur de l'argent, la pudeur d'un certain nombre de choses. Oui, tout peut être question de pudeur. Si l'on pense être ridicule dans une attitude, on a une sorte de réaction de pudeur. La honte, c'est ce qui vient après. Si on a montré quelque chose qu'on ne devait pas montrer, on en a honte. Et la pudeur est une façon de prévoir la honte et de faire en sorte de ne pas être en situation où on aurait honte. Vincent Touraine, justement au Japon, ce sentiment de honte. La pudeur, oui, voilà. c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture japonaise. Vous ne verrez jamais un couple s'embrasser en public, ne serait-ce que ça. À la télévision, on montre, tout est flouté, donc on ne verra pas un sein, on ne verra pas un pubis. Donc c'est vraiment ancré dans la culture japonaise. La pudeur, effectivement, synonyme de honte d'une certaine façon. Il faut vraiment que ce soit dans le cadre personnel que des amoureux s'embrassent. Mais autrement, en public, ça n'arrivera pas. Donc, pas étonnant, effectivement, qu'on ait ce genre de réaction quand une artiste ose briser des tabous. Jean-Claude Bologne, la pudeur, c'est culturel, c'est religieux surtout? Alors, difficile à dire, Oui et non. Je ne parlerai pas de pudeur religieuse parce que ça engage d'autres choses. Il y a une partie culturelle dans la pudeur qui est ce qu'on appelle la décence. C'est-à-dire, selon les lieux, selon les actes, selon toute une série de critères.
on peut se mettre ou non à nu. Et il y a un certain nombre de filtres, de voiles de pudeur qui ont été conçus au fil des ans. Et en Europe occidentale et en France notamment, l'art est un voile. Au nom de l'art, la représentation peut échapper à la pudeur, en tout cas d'un point de vue légal. La médecine, la science sont aussi des voiles de pudeur qui permettent de montrer des choses que l'on ne ferait pas directement. Justement, vous en parliez il y a un instant, voilà, sur l'art en France. On peut prendre l'exemple justement de L'origine du monde de Gustave Courbet. C'est un tableau qui a fait scandale, qui a été peint en 1866, je le rappelle, et qui a été exposé seulement en 1995 au musée d'Orsay à Paris. Et ça avait provoqué d'ailleurs beaucoup de papiers. On en avait beaucoup parlé dans la presse. Pourquoi ça choque encore ce tableau? Ce tableau ne choque plus tellement. Il est exposé, je pense, en permanence au On en a beaucoup parlé quand même. On en a beaucoup parlé à l'époque. C'était la première fois qu'on le montrait. Et il n'a pas été conçu pour être exposé. Au départ, c'était un tableau privé. De cabinet, oui. De cabinet. Je rappelle que ce qui choquait au XIXe siècle, il suffisait de bien moins que cela. Vous peignez une femme nue, vous mettez à côté d'elle une urne, c'est Vénus, il n'y a pas de problème. La même femme nue avec un chapeau à côté d'elle, c'est une femme moderne, et là c'est scandaleux. Qu'est-ce que ça veut dire justement, rajouter un chapeau, un accessoire à la nudité? Ça l'érotise? Ça l'érotise, ça veut dire que ce n'est plus une référence mythologique, que ça devient un personnage contemporain, et là, le 19e en tout cas, est choqué. Donc il y a des conventions qui changent d'un siècle à l'autre, c'est ça que je me suis amusé à étudier depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, donc ça change vraiment d'un siècle à l'autre, parfois d'une génération à l'autre. Il y a des choses qui choquent aujourd'hui qui ne choquait pas auparavant. La représentation d'un enfant nu, aujourd'hui, est beaucoup plus tabou qu'elle ne l'était. Avec les questions de pédophilie, évidemment. Avec la pédophilie, bien entendu. Et en revanche, l'origine du monde de Courbet ne choquerait plus. En Occident, quand est-ce qu'on a rhabillé les corps? Est-ce que c'est au moment de l'avènement du christianisme? Parce que dans l'Antiquité, le rapport au corps était beaucoup plus simple. Eh bien, ça dépend aussi des domaines. Dans l'Antiquité, non, ce n'était pas beaucoup plus simple. Et en particulier pour la femme, ce n'était pas beaucoup plus simple. C'est encore une fois la nudité de l'homme qui était permise. La nudité de l'homme était permise de façon beaucoup plus large, pas de façon absolue, mais de façon beaucoup plus large. On reconnaissait à l'homme justement ce voile de pudeur qui faisait que sa nudité n'était pas scandaleuse dans certaines circonstances. À la femme, on a mis beaucoup plus de temps. Mais dans certains domaines, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, on pouvait se montrer nu. Dans toutes les scènes d'intimité, il n'y avait pas de honte à se montrer nu. Et au moment où on commence à légiférer contre les baignades nues en rivière, par exemple, c'est-à-dire au XVIe siècle. Ça se faisait beaucoup pour les hommes et les femmes, on le lit dans votre livre. Jusqu'au XVIe siècle, pas de problème. On commence à fermer la pudeur dans la vie privée, dans la vie ordinaire, je dirais, au XVIe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à définir une pudeur artistique, alors que le Moyen-Âge était beaucoup plus strict sur les représentations. Donc vraiment, les domaines de la pudeur changent d'une époque à l'autre. D'un pays à l'autre. Et d'un pays à l'autre, bien entendu. Même pays. Du Japon, oui, parce que c'est une pudeur qui est tout à fait relative. Il y a des endroits où on doit être pudique en public, mais en même temps, il y a des endroits où c'est tout à fait admis. Les sources d'eau chaude, enfin les onsen, les bains d'eau chaude, on se met complètement nu et il n'y a aucun problème de se voir les uns les autres nus. Donc c'est tout le paradoxe du Japon. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. On voyait le festival de Kawasaki, un festival de la fertilité. C'est un moment très, très joyeux qui n'existe pas qu'à Kawasaki d'ailleurs, dans plusieurs villes japonaises. C'est le plus connu, c'est celui qui est le plus proche de Tokyo, donc c'est celui qu'on voit sur les médias internationaux. Mais c'est un moment très, très joyeux. Les enfants voient ça, c'est tout à fait naturel. Et puis les bains d'eau chaude, pareil, les enfants y vont. Alors on ne mélange pas les hommes et les femmes, mais il n'y a aucun souci de se montrer. Les parents et les enfants, la mère et sa fille. Voilà. Mais même dans le cadre familial, par exemple, un père prendra son bain avec ses enfants, tout le monde sera nu et ce sera tout à fait naturel. Donc il y a des tabous, mais qui n'ont plus lieu d'être, que ce soit dans le milieu familial ou dans les sources d'eau chaude, ou lorsqu'il s'agit comme ça, de célébrer la fertilité. Merci à vous, Jean-Claude Bologne, d'avoir été le grand témoin de ce 64 minutes. Merci aussi à vous, Vincent Toine, d'avoir été l'autre témoin de ce 64 minutes.